Nous allons passer maintenant à notre troisième groupe de réflexion qui porte sur la représentation de l'animal dans la recherche. Et sa co-coordinatrice, c'est Hélène Combrisson, et le discutant, qui est donc vétérinaire enseignante-chercheuse, et son discutant, Monsieur Yvan Balassard, qui est au bureau éthique et modèle animal du CNRS. Petite annonce aussi, François me rappelle, pour ceux d'entre vous qui avaient soif, il y a des bouteilles d'eau. Vous pouvez aller vous servir parce qu'il fait extrêmement chaud. Voilà. Merci. Merci, c'est un peu difficile de passer derrière ces clips formidables, mais bon, c'est comme ça. Bien, notre groupe travaille sur la représentation des animaux en recherche. Donc c'est un groupe qui était constitué au départ de François Moutou et moi-même qui sommes vétérinaires. Et puis nous avons été très heureusement rejoints par Bernadette Bréant et Isabelle Jouet. Et puis nous bénéficions aussi de l'assistance d'un sociologue qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui et qui s'appelle Sébastien, je ne trouvais plus son prénom, Sébastien Mouret. Alors bien sûr, nous, ce qui nous intéresse, c'est la représentation de cette relation homme-animal dans le cadre de la recherche, mais il est difficile d'en parler sans parler du contexte dans lequel nous sommes, dans ces relations homme-animal qui évoluent, je dirais, à toute vitesse. Il y a peut-être une accélération là aussi. Alors, quelques exemples d'éléments qui me semblent marquants sur 2016 et le début de 2017. En 2016, eh bien, comme vous le savez, ça a fait grand bruit dans la presse, etc. L'animal a été défini comme être sensible dans le Code civil. C'était déjà vrai dans le Code rural, mais c'est maintenant apparu dans le Code civil. Donc pour nous, qui avons l'habitude du Code rural, les vétérinaires, eh bien, ça ne nous semblait pas une chose n'existant pas, mais tout d'un coup, tout le monde a découvert que l'animal était un être sensible parce qu'on a mis dans le Code civil. Deux colloques en particulier en 2016. Alors un colloque organisé par le CNRS qui était intitulé « Regards croisés sur la relation humain-animaux » dans lequel il y avait des interventions de différents types d'intervenants, que ce soit des biologistes, philosophes, sociologues, etc. Et puis, un colloque, et plutôt une série d'ailleurs de journées, organisées par un PEPS. Alors un PEPS, c'est un projet exploratoire premier soutien, quelque chose comme ça. Animal Humanité, qui est porté par l'Université Paris-Est et l'École vétérinaire d'Alfort. Et donc, il y avait en particulier une journée qui s'appelait « Expérimentation et fiction, l'animalité au cœur du vivant ». Et là aussi, c'est pluridisciplinaire avec philosophes, historiens, sociologues, biologistes, etc. Et puis, en 2017, deux éléments que je trouve notables. L'INRA avait conduit une expertise collective sur la douleur il y a déjà quelques années et un nouveau rapport est sorti qui est l'expression d'une expertise collective de l'INRA et de l'EFSA qui est ça y est, je vais pas trouver le je sais pas quoi européen de santé alimentaire, l'agence européenne peut-être, enfin bon. L'Agence européenne, en tout cas de sécurité alimentaire. Donc cette expertise collective porte sur la conscience animale. Donc vous voyez qu'on monte un petit peu dans le... Voilà. Et puis en juin 2017, donc vraiment il y a quelques jours, l'Union européenne a lancé une plateforme sur le bien-être animal. Donc vous voyez que les actions se multiplient et deviennent de plus en plus sérieuse, je dirais, sur ce positionnement de l'animal par rapport à l'homme. Alors, par ailleurs, la directive européenne qui régit toute la réglementation autour de l'expérimentation animale est en cours de réexamen. Alors,
c'est difficile d'avoir 2 télécommandes. Pour mémoire, dans les considérants en préambule de cette directive, on trouve deux considérants qui semblent tout à fait importants. Un que je qualifierais d'objectif essentiel, qui dit qu'il faudra envisager systématiquement les principes de remplacement, réduction, raffinement lors de la mise en œuvre des projets expérimentaux, ce qui veut dire que cette directive a pour objet essentiel la protection des animaux pendant les projets de recherche les utilisant. Et puis l'autre objectif que j'ai qualifié d'objectif final, c'est le remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants, même s'il est bien précisé dès que ce sera possible sur un plan scientifique, ce qui n'est pas le cas actuellement. Néanmoins, le fait d'avoir cette directive a soulevé un mouvement européen sous la forme d'une initiative citoyenne européenne, ce qui est un type de mouvement extrêmement rare, intitulé Stop Vivisection. Ce mouvement demandait d'abroger la directive. Il a recueilli plus de 1 million de signatures, ce qui est la condition pour que la Commission soit obligée de prendre en compte cette initiative, de répondre, etc. La réponse de la Commission, dit très brièvement, c'est que pour l'instant, les connaissances scientifiques ne permettent pas d'invalider le modèle animal. On en a toujours besoin pour les progrès en biologie et médecine. Et puis en réponse également, il a été prévu, mais c'était d'ailleurs plus ou moins prévu auparavant, de faire un colloque scientifique qui a eu lieu à Bruxelles en décembre 2016 sur les méthodes alternatives à l'utilisation des animaux. Ce n'était pas du tout ce qui était attendu par les gens qui portaient cette initiative Stop Vivisection, puisque eux, ce qu'ils voulaient, c'était un colloque qui démontre que les modèles animaux n'avaient pas de valeur. Donc ils n'étaient pas du tout d'accord avec l'ensemble de ce qui était proposé dans ce colloque, et ils ont fait un colloque parallèle pour dénoncer ce qui était dit dans ce colloque scientifique. Et puis ils ont également déposé une plainte auprès du médiateur européen contre la réponse de la Commission, et le médiateur a validé la réponse de la Commission, donc ils ont été déboutés. Toujours est-il que ce réexamen de la directive est néanmoins en cours, indépendamment de l'initiative, mais ça vous montre un petit peu le climat dans lequel ça se passe. Les différents pays membres ont envoyé des comptes rendus sur la mise en place de la directive, et donc pour l'instant c'est en cours d'examen au niveau de la Commission, et on saura donc avant le 10 novembre ce qu'il en est de cet examen et si cela donne lieu à des modifications de la directive, ce qui est possible, mais pour l'instant on n'en sait rien. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que dans ce cadre-là, on a 2 types de populations, si on peut dire, des chercheurs qui ont des objectifs scientifiques et qui justifient le recours aux modèles animaux parce qu'ils disent que dans bien des situations, on ne peut pas faire sans ces modèles animaux, on ne pourrait pas avoir les réponses aux questions qu'on se pose, et c'est validé par la directive, comme on l'a vu précédemment, alors que les opposants ont des arguments qui, eux, ne sont pas véritablement scientifiques pour la plupart. D'abord, ça repose sur une idée, enfin, ça peut dire soit, une idée qui est que utiliser des animaux en recherche, comme dans d'autres domaines, n'est pas licite, que c'est du spécisme, etc. Enfin, ils estiment que nous n'avons pas le droit d'utiliser des animaux, puis ça va jusqu'au mouvement vegan qui se développe de plus en plus, etc. Et par ailleurs, l'autre type d'argumentation repose sur la mise en doute de la validité des recherches qui s'effectuent avec des modèles animaux, les animaux étant différents des hommes. Donc ils disent qu'on est pareil que les animaux et que donc on ne peut pas les utiliser, mais qu'on n'est pas pareil, donc on ne peut pas les utiliser non plus. Bon. Alors, dans ce contexte-là, nous on essaye d'apporter une petite pierre à la discussion. Pour cela, on a deux types d'actions. On a eu des actions d'entretien et on est en train d'élaborer des questionnaires.
Alors, 3 sessions d'entretien qui se sont déroulées 2 fois à Paris, 1 fois à Montpellier. Dans chacun de ces entretiens, en fait, il s'agissait de réunir des agents INSERM avec 2 parties. En général, le matin, c'était un groupe de chercheurs et l'après-midi, des personnels techniques, on va dire au sens large. Ça peut aller de l'animalier qui assure juste les soins des animaux jusqu'à un responsable d'animalerie. Mais enfin, disons, les gens qui sont plus au contact des animaux que les chercheurs qui ne le sont pas toujours. On avait préparé des questions pour lancer la discussion, mais l'idée c'était d'avoir la discussion la plus libre possible, avec 2 thèmes généraux. D'une part, faire face aux critiques sociales, c'est-à-dire comment les gens sont capables de parler en dehors de leur travail, de ce qu'ils font, etc. Et puis, travailler avec les animaux, dans quelle mesure c'est facile, pas facile tous les jours, etc. Alors, les points principaux qui sont issus de ces discussions, c'est que les recherches effectuées sont bien d'intérêt général. Pratiquement tout le monde est d'accord là-dessus. Les règles qui sont issues de la directive de 2010, qui ont apporté beaucoup plus de contraintes et d'environnement favorable au bien-être animal, sont plutôt bien accueillies. Que bien des fois, on nous a dit qu'un espace de parole plus grand au sein des équipes serait une bonne chose. Que la relation avec les animaux est bien sûr fonction des espèces concernées. C'est plus facile de travailler avec des souris que de travailler avec des primates. Et que la mise à mort des animaux est souvent mal vécue, même s'il s'agit de souris. Non, c'est encore celui-là. Alors, à la suite de ces points, on avait déjà en tête, mais on a progressé, on va dire, préparé un sondage, donc avec des questionnaires qui sont préparés à partir de ces principaux points qu'on a pu discuter au cours de ces entretiens. L'objet, c'est évidemment de sonder plus largement le ressenti des personnels, et ceci en fonction de leur mission. Donc on a préparé 3 types de questionnaires, certains pour les chercheurs, un questionnaire pour les chercheurs, un questionnaire pour les personnels techniques, mais aussi un questionnaire pour les personnes travaillant à l'INSERM, mais n'ayant pas de contact direct avec l'expérimentation animale, que l'on a fait en s'appuyant beaucoup sur un questionnaire qui a été proposé aux associations de patients. Dans ces questionnaires, nous avons des questions sur 2 thèmes, la justification de l'utilisation des animaux en recherche et la méthodologie dans l'utilisation des animaux en recherche. Donc ces questionnaires sont en cours de finalisation et on espère qu'on pourra les diffuser rapidement. Donc les objectifs actuels du groupe, c'est bien sûr de diffuser ces questionnaires, d'analyser les réponses, de s'en servir pour rédiger des recommandations concernant des actions à mener pour limiter la souffrance au travail dans les laboratoires et dans les animaleries. Et puis, une note est en cours de rédaction et on devrait la finaliser dans les mois qui viennent. Voilà. Merci. Alors, je laisse la parole à Yvon Balansard. Oui, voilà. Donc, je suis chargé de mission Alors, l'ancien bureau d'expérimentation animale, qui a été rebaptisé Bureau éthique et modèles animaux au CNRS, et qui j'espère sera le cas aussi à l'INSERM et à l'INRA. Et je préside également le GIRCOR. Donc le GIRCOR, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un acronyme du groupement interprofessionnel de réflexion et de communication sur la recherche. Je m'en souviens, ce n'est pas toujours le cas. Donc le GIRCOR, très rapidement, c'est une association qui a plus de 25 ans, qui regroupe les EPST, des universités, des partenaires publics et privés de la recherche, plus d'une 40aine d'adhérents, autour des questions de recherche animale, d'utilisation des modèles animaux, avec effectivement... il faut que je parle plus dans le micro ? Non, je n'ai pas de diapo. Donc, autour des questions, effectivement, d'utilisation des modèles animaux en recherche, en montrant l'intérêt et la limite des modèles animaux, que ce soit des modèles vertébrés ou des modèles invertébrés. Pour le coup, nous, on ne fait pas de spécisme. Alors, les activités du GIRCOR, justement,
Je pense que c'est en lien aussi avec les travaux de ce comité. Je trouve extrêmement intéressant les questions que s'est posé ce comité. Et une des questions importantes, c'est la communication. C'est la communication en interne, dans les instituts, où on voit qu'en fait, effectivement, les gens ne sont pas tous informés de ce qui se passe au sein des laboratoires. C'est le cas des personnels administratifs, par exemple, qui souvent dans les laboratoires ignorent ce qui se passe dans les animaleries ou dans les setups expérimentaux. C'est le cas en dehors. Et on parlait tout à l'heure de représentation sociale. Et c'est vrai que, pour le coup, la recherche et l'utilisation des modèles animaux est victime d'une représentation sociale calamiteuse. On le voit par exemple, c'est le cas pour l'initiative Stop Vivisection. La vivisection, c'est, quand on reprend la définition, c'est la dissection d'un animal vivant. Je pense que ça fait à peu près 150 ans qu'on ne fait plus de vivisection dans les laboratoires français. Et pourtant, quand on voit ce qui est présenté, quand on demande à quelqu'un est-ce que vous êtes pour ou contre faire souffrir un animal, effectivement, ceux qui votent pour, là, pour le coup, seraient un petit peu suspects de problèmes psychiatriques. Donc, on est victime quand même de ça. Il y a eu plus d'1 million de signataires. Et les questions qui étaient posées à cette initiative, c'était est-ce que vous êtes pour le fait que les animaux souffrent dans les laboratoires, pour que et c'est vrai, vous pourrez trouver le truc, pour que les hommes meurent des effets indésirables des médicaments. Et la troisième assertion, c'était pour que l'argent du contribuable soit gaspillé. Donc, effectivement, pour le coup, ça ratissait assez large. Et alors, il y a quand même 1 million de signataires qui ont dit on est totalement opposés. Et quand on voit d'ailleurs les espèces qui ont servi d'étendard à cette initiative citoyenne, il y avait un petit chaton, un petit chien et un capucin. Alors, capucin, il faut savoir qu'en fait, en Europe, il doit y avoir une quinzaine de capucins à Strasbourg qui sont utilisés dans le cadre d'études en éthologie. C'est vraiment pas du tout le modèle de primate non humain utilisé en recherche. Et puis les chiens et les chats, si on rajoute les primates, ça fait 0,3% des animaux utilisés dans la recherche. C'est vrai que si on avait mis un xénope à la place, ça aurait peut-être suscité moins d'empathie. Donc il y a vraiment, on voit un vrai problème de communication là-dessus. Il y a beaucoup d'idées préconçues, beaucoup de fantasmes. Et donc c'est extrêmement important. La communication, c'est vraiment un axe extrêmement important. C'est pas de dire effectivement qu'on ne défend pas l'expérimentation animale, on défend la recherche qui peut se faire avec et sans animaux, et pas ou sans. Quand on reprend aussi la définition des méthodes alternatives, alors là aussi, c'est compliqué parce qu'on parle d'économie alternative, on parle d'énergie alternative, mais en biologie, ce n'est pas la même chose, parce qu'en fait, quand on parle de méthodes alternatives, ça ne fait pas référence qu'aux méthodes de substitution, mais ça fait référence à la règle des 3 R, c'est-à-dire à la réduction et au raffinement. Et donc, quand on parle de méthodes alternatives, on englobe le raffinement, la réduction et le remplacement. Donc on voit que les choses ne sont pas très claires, ne sont pas claires du tout, et qu'il y a un vrai besoin de communication. Et donc je pense que les travaux du comité d'éthique de l'INSERM, pour le coup, sont extrêmement importantes. Et puis elles se font dans une époque, comme tu l'as dit Hélène, où on voit une mouvance animaliste émerger. On a même un parti animaliste, vous l'avez vu peut-être avec surprise, soutenu par des intellectuels ou qui se prétendent de l'être, comme Émeric Caron par exemple, qui ont écrit des livres contre le spécisme, avec des théories qui sont quand même parfois, qui vont très très loin. Et donc, cette mouvance animaliste, il y a encore 10 ans, elle était totalement insoupçonnée. Alors c'est vrai que les Anglais, la société végane, elle existe en Angleterre depuis les années 40, mais en France, le mot même de vegan, il y a 10 ans, personne ne savait ce que ça voulait dire. On parlait de végétalien, mais ce n'était pas très mode. Végan, ça fait un peu mieux. Et les gens, encore une fois, font l'amalgame entre la protection animale et ces courants animalistes qui sont des courants qui se rapprochent plus d'une secte et de courants philosophiques qui vont jusqu'à, pour certains, quand on reprend des philosophes américains comme Tom Regan ou Gary Francione, par exemple, qui sont les tenants de ces théories, qui vont même jusqu'à proposer de stériliser tous les animaux domestiques pour qu'il n'y ait plus, justement, de lien et que des animaux soient inféodés à la surpuissance de l'homme. Donc c'est des théories qui sont bien loin de la protection animale. Donc c'est vraiment important aussi de faire la part des choses, d'expliquer que effectivement, il y a une plateforme européenne qui s'est créée. En France aussi, il y a un comité qui est porté par l'INRA, par les écoles vétérinaires et par les instituts agricoles, qui est un comité qui est dévolu au bien-être animal, dans le cadre de l'élevage, mais aussi de la recherche. Donc, ces questions-là, elles sont importantes. Et encore une fois, je pense que c'est très bien que les travaux que l'INSERM et que le comité de l'INSERM participent à travailler là-dessus. Et je pense que ce qui nous manque aussi, on a souvent l'habitude
de défendre l'utilisation des animaux en recherche de manière utilitariste. Hein. Alors, et c'est facile. Hein. Alors c'est vrai que bon, moi-même, hein, des fois, on tombe dans le piège. Ebola, le sida, la stimulation cérébrale profonde, Parkinson, donc. Et effectivement, c'est des choses, on peut répondre du tac au tac, on est très content de nous. Mais finalement, on ne fait que reculer en fait, le problème. Hein. Le vrai problème, en fait, il n'est pas à justifier l'utilisation des modèles animaux en montrant justement des maladies que tout le monde connaît. Ça marche un petit peu. Et puis ensuite, on va revenir et on le voit. Et je pense que la vraie question, c'est de se poser maintenant d'abord la question de la recherche, hein, du savoir. Et le savoir, c'est la recherche fondamentale, ce n'est pas que la recherche appliquée. Puis même le terme de recherche appliquée, hein, pour reprendre les termes de Jean Perrin, parce que je suis du CNRS, qui disait il n'y a pas de recherche appliquée, il n'y a que l'application de la recherche. Mais bien d'expliquer aux gens qu'il faut arrêter de couper les choses en deux, entre la recherche qui sert et la recherche qui ne sert pas. Pourquoi ? Parce que c'est les arguments que reprennent justement ces groupements activistes, en disant par exemple, bon, ben alors pour l'instant on ne va pas interdire toute la recherche, mais on va interdire la recherche fondamentale, c'est-à-dire celle qui ne sert à rien. Et puis de la même manière, on ne va pas interdire tous les modèles animaux, mais par contre on va commencer par interdire l'utilisation des primates non humains. Hein. Et ce qui est vrai, c'est qu'à l'heure actuelle, on parlait du réexamen de la directive, le vrai risque, hein, c'est pas qu'on ferme du jour au lendemain, hein, ça peut arriver, mais comme l'a montré Hélène, on est en sursis, parce que cette directive, elle dit quand même que l'objectif final, c'est le remplacement total des modèles animaux, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même, et ça c'est l'article 57 sur le réexamen de la directive, on focalise sur le modèle primate. Et le fait qu'on puisse à terme, d'ici 5 à 10 ans, voir une interdiction du modèle primate, ou en tout cas d'avoir des contraintes telles qu'on ne pourrait plus assumer la recherche sur le primate, ça c'est quelque chose de possible. Donc il faut vraiment se mobiliser, et je pense qu'il y a une vraie réflexion donc, à avoir aussi sur le fait de défendre les modèles animaux, l'utilisation des modèles animaux, dans le cadre de la recherche en général, de la recherche et du savoir. Et est-ce qu'on veut une société de progrès, de savoir ? Ça, c'est aussi une question. Et donc ça, c'est quelque chose dont je pense le comité éthique pourrait discuter avec, justement, vous avez Sébastien Moret, donc, qui est sociologue. Je pense que du coup, l'intérêt, c'est d'impliquer des philosophes, des historiens. C'est un petit peu ce qu'on a voulu faire, mais on l'a fait dans le colloque qu'on a organisé avec le CNRS sur la relation homme-animal, où on a fait également intervenir des juristes hein, sur le droit de l'animal. Hein. Maintenant, la grande mode, hein, on en parlait avec François tout à l'heure, c'est l'animal citoyen. Bon, ça, c'est le nouveau hobby des activistes. Le fait qu'effectivement, tout le monde se soit exalté sur le fait que l'animal soit reconnu comme un être sensible dans le Code civil, alors que, bon, a priori, le Code civil, c'est le code qui traite des questions patrimoniales, et que ça a autant d'impact que si on l'avait mis dans le Code de la route. Et que le vrai code de la protection animale, c'est le code rural. Et que ça fait 40 ans, ça fait depuis 1976 que l'animal est reconnu comme un être sensible dans le code rural. Donc, mais là aussi, je pense qu'à travers ça, il y a quand même aussi le besoin d'avoir des juristes, d'avoir des historiens, d'avoir des philosophes, d'avoir des sociologues qui réfléchissent sur la question et qui abondent un petit peu dans la richesse de ce débat. Voilà. Et du coup, j'ai terminé. Donc, je laisse la parole au suivant.